Boris Cyrulnik, tu es neuropsychiatre, éthologue. Tu as exercé à Paris, à Digne, puis à l'hôpital de Toulon. Tu es directeur d'enseignement à l'université de Toulon. Et tu enseignes l'éthologie clinique dans plusieurs universités françaises et étrangères. Tes ouvrages sont largement diffusés et te conduisent à parcourir de nombreux pays où tu fais connaître tes travaux sur la résilience. Alors, tu es l'auteur de nombreuses publications qui sont traduites en plusieurs langues, parmi lesquelles, pour en citer quelques-unes, Sous le signe du lien, Les vilains petits canards, Les nourritures affectives, Un merveilleux malheur, Parler d'amour au bord du gouffre, Autobiographie d'un épouvantail, qui a obtenu le prix Renaudot de l'essai en 2008, Mourir de dire, la honte, et tout dernièrement, Quand un enfant se donne la mort, en 2011, qui fait suite à un rapport que tu avais remis cette année-là au ministère de la Jeunesse. Alors, ce thème de la résilience qui traverse toute ta carrière et ta propre trajectoire, tu l'as récemment confirmé dans sa dimension internationale en organisant le tout premier congrès mondial sur la résilience qui va se dérouler en juin de cette année à Paris, où chercheurs et praticiens auront l'occasion de participer à de riches échanges, on n'en doute pas. Tu nous fais aussi l'honneur d'intervenir lors de notre prochain congrès, l'Art de la rencontre, à Nancy en septembre 2012, sur le thème éthologie de la rencontre. Alors ceux qui te connaissent apprécient ta bienveillance et ta tolérance, ton ouverture d'esprit, et je dirais cette aptitude qui est la tienne, cette grammaire personnelle qui te fait savoir conjuguer le lien dans toutes ses déclinaisons. C'est vrai que tu as l'art, Boris, de la rencontre, en cultivant un sens du partage peu commun, ce qui nous amène alors à te poser une première question, justement sur la rencontre. Cette question, la voici. Quelle serait ta définition de la rencontre en clinique? Qu'est-ce qui pourrait, par exemple, définir une rencontre réussie entre un patient et un thérapeute? Pour parler de rencontre, il faut qu'il y ait un front à front. Et si je dis ça, c'est parce qu'il y a des rencontres de boxe. Il faut qu'il y ait un affrontement, sinon c'est un croisement. Un patient ne peut pas rencontrer n'importe qui, ni n'importe quel psychothérapeute. Il y en a une dont la structure va permettre la rencontre avec l'autre structure. Et là, il y aura une vraie rencontre. Sinon, il va y avoir des croisements. Il n'y aura pas d'échange, il n'y aura pas d'intersubjectivité. Ce qui veut dire que pour rencontrer un objet, il faut que cet objet soit signifiant pour nous. C'est-à-dire que notre histoire et notre développement, ce qui n'est pas la même chose, nous est rendu sensibles et avides de cet objet. C'est-à-dire que cet objet, psychothérapeute, psychiatre, psychologue, doit porter sur lui les signaux qui vont toucher le patient. Et là, on aura une rencontre. C'est pour ça que certaines psychothérapies se passent étonnamment facilement. On travaille, on élabore, parce que probablement il y a eu une rencontre. Alors que d'autres psychothérapies sont laborieuses, on fait des efforts et le résultat n'est pas toujours à la hauteur de nos espérances parce que probablement on se rencontre pas très bien. Mais alors la rencontre en clinique, est-ce qu'elle procède plutôt d'un art ou plutôt d'une technique? Alors, je pense qu'une fois que la rencontre est faite, l'élaboration se fait dans l'art. Mais l'art, c'est pas n'importe quoi. C'est-à-dire qu'il faut être sensible à ce qu'exprime l'autre, pas forcément à ce qu'il dit, mais il peut le prédire. Ou alors j'ai un vilain jeu de mots que j'aime beaucoup, c'est que je dis que dans une psychothérapie ou dans une rencontre, tout ce qui n'est pas dit peut toujours être paradis. C'est-à-dire qu'à l'occasion des gestes, la mimique, la rhétorique, les affrontements, les silences, participent à la structure de ce qui est dit. À ce moment-là, on se rend compte que c'est pas tellement la technique. La technique, ça donne un cadre pour le psychothérapeute, ça le sécurise. Et ça donne une cohérence pour le patient. Donc ça joue
par l'impression que ça fait. C'est-à-dire que c'est un objet sensoriel, il a une manière de parler, elle a une manière d'intervenir, qui me sécurise, que je comprends. Parce que, je ne le sais pas, moi patient, mais il a, dans son esprit, une représentation. La technique permet de donner une cohérence. C'est-à-dire que sans théorie cohérente, moi patient, je dis, mais elle part dans tous les sens, qu'est-ce que ça? Elle me dit cette question, elle dit une autre question, je ne comprends pas où elle veut en venir. Alors que la technique donne cohérence aux interventions. Mais je ne crois pas que ce soit la technique qui marche. La technique marche parce qu'elle donne cohérence aux interventions. Ce qui marche, c'est la rencontre. Alors justement, quelles seraient d'après toi les qualités et les défauts d'un thérapeute pour réussir ou manquer une rencontre? Alors, ça dépend de la rencontre. C'est-à-dire que je pense à un travail d'éthologie qu'on avait fait avec Jean Delannoy, avec un psychothérapeute et un enfant autiste. Et on se centrait à la fois sur les comportements de l'autiste qui avait du mal à parler et l'examen psychologique du thérapeute. Et on s'était rendu compte que le thérapeute le plus sécurisant, c'était celui qui s'ennuyait, parce qu'il était moins intrusif. Alors que d'autres thérapeutes étaient intrusifs gentiment pour aider l'enfant. Et l'enfant hypersensible, comme le sont les autistes, contrairement à ce que disait Bettelheim, ils sont hyper attentifs, ils perçoivent des informations pas organisées comme les nôtres, mais ils perçoivent des tas de choses qu'on perçoit pas ou mal. Et un psychothérapeute trop généreux, l'enfant l'éprouvait comme une intrusion. Et il augmentait les symptômes autistiques de balancement, de cris. Et quand le même enfant était observé avec un psychothérapeute plus doux, plus lent, l'enfant avait beaucoup moins de symptômes autistiques. Donc c'était vraiment la rencontre, c'était vraiment une rencontre, c'est-à-dire qu'un psychothérapeute qui convenait à l'un ne convenait pas à l'autre. Avec un enfant autiste, probablement il est bon d'être très lent, d'être très doux, alors qu'au contraire, d'autres enfants non autistes ont peut-être besoin, sûrement un psychopathe par exemple, a certainement besoin d'un psychothérapeute plus affirmé, plus cadré, qui le sécurise. Donc la rencontre n'est pas un psychothérapeute peut être très efficace, avoir une bonne rencontre avec l'un et pas avec l'autre. Est-ce qu'il y a des rencontres avec vos patients qui vous ont changé en tant que médecin? Pratiquement, je pense qu'on ne peut pas parler de rencontre sans parler de changement. C'est-à-dire que dès l'instant où, moi, psychothérapeute, je passe mon temps à baigner dans les problèmes de mes patients, d'où la nécessité d'inviter un spécialiste, un psychologue spécialiste des dépressions, d'épuisement professionnel, du burn-out, Truchot, parce que notre profession paye cher. Cette manière de se laisser dérouter constamment par les gens qu'on rencontre. On les rencontre vraiment. Et quand on entre dans leur monde, on ne rentre pas chez nous indemne. On rentre souvent chez soi entamé. J'ai été neurologue et psychothérapeute. Quand je rentrais d'un travail de neurologie, j'avais fait mon travail de neurologue. C'est-à-dire c'est l'autre qui avait un cancer, c'est l'autre qui avait une maladie de Charcot. Quand j'étais psychothérapeute, ce que disait, ce qu'était l'autre me touchait et m'embarquait dans sa souffrance ou dans ses problèmes. Donc quand je rentrais chez moi, je rentrais avec sa souffrance et ses problèmes dans ma mémoire. Et je ne rentrais pas toujours indemne, ou plutôt je rentrais toujours pas indemne. C'est-à-dire que il m'apportait quand même une expérience. Alors, donc cette expérience, c'était d'être dérouté. J'étais tout le temps dérouté par ce que m'apprenaient les patients et leurs souffrances. Donc je dirais que tous les patients m'ont apporté quelque chose que j'ai payé, ils m'ont dérouté. Sinon, si j'avais gardé ma route, ça aurait été un croisement, ça n'aurait pas été une rencontre. J'aurais passé à côté d'eux, j'aurais marqué un produit, j'aurais dit une parole stéréotypée en pensant à autre chose. Ça aurait été un croisement, il n'y aurait pas eu de rencontre. S'il y a une rencontre, il y a une élaboration commune, pourvu qu'elle ne fasse pas de bêtises, pourvu que je n'ai pas dit de bêtises. Et je rentre chez moi dérouté, enrichi et parfois entamé. Alors,
tes collaborations internationales, Boris, t'ont amené à intervenir dans de nombreux pays auprès de personnes, de familles qui vivent dans des conditions extrêmement défavorables. On pense à la guerre, au conflit, à des situations d'extrême précarité. Qu'est-ce que toutes ces personnes t'ont appris sur la rencontre et sur la résilience? Alors, j'aime beaucoup les comparaisons transculturelles parce que quand on n'est pas intelligent, le simple fait de voyager permet de comprendre quand même. Si on ne voyage pas, il faut être intelligent. Si on voyage, on compare des cultures et on constate que ce qui est une évidence pour nous ne l'est pas pour quelqu'un d'une autre culture. Ne serait-ce que les rituels de la rencontre. On ne peut pas se précipiter sur quelqu'un et lui dire d'emblée « parlez-moi des choses intimes de votre vie ». Il faut un apprivoisement sensoriel, émotionnel, il faut se présenter, aller lentement, et les codes de présentation diffèrent étonnamment selon les cultures. Nous, en Europe, en Occident, on présente d'abord notre sexe et notre statut social. Ce que je veux dire, c'est qu'on ne le présente pas anatomiquement, mais on le présente verbalement. Monsieur Dupont, diplômé de la faculté de Bachibouzouk. Voilà. On a présenté notre sexe d'abord, Madame Intel, avant on disait même Mademoiselle, c'est-à-dire qu'on présentait l'état de fonctionnement du sexe, ce qui maintenant est mal vu par les femmes. Mais donc on se présente le sexe, le statut social, les deux choses importantes d'une biographie. Or, il y a des pays où il faut d'abord dire des banalités, comme chez nous, on dit des banalités avant de demander le nom de l'autre. Alors que nous, on présente son sexe et son nom tout de suite. Le nom, c'est le référence sociale. Donc, il y a des cultures où avant de demander le nom de quelqu'un, c'est impoli de lui demander comment tu t'appelles tout de suite. Il y a des cultures où il faut toucher. En Amérique du Sud, c'est fou ce qui se touche. Alors, si on ne touche pas, oh, il est bien froid. D'où les contresens d'ailleurs entre les cultures. En Asie, on ne se touche pas, même si on s'aime beaucoup. On s'embrasse très peu. Ce qui pose d'ailleurs des problèmes sur la résilience des enfants adoptés. C'est que lorsque une culture, une famille occidentale adopte un petit asiatique, il y a un contresens culturel. Le petit asiatique est effrayé par ces occidentaux qui se jettent sur lui, lui font une déclaration d'amour intrusive à laquelle il n'est pas habitué. Il ne connaît pas ces gens qui l'embrassent. Il n'a pas appris à faire ça. Alors il serait dit, nous, occidentaux, on dit c'est un attachement évitant, ce qui n'est pas vrai. C'est un attachement évitant pour nous, parce que l'apparence de la raideur, nous, on appelle ça, on nomme ça évitant. Mais pour lui, c'est, ils n'ont pas respecté les rituels de présentation que j'ai appris, moi, petit asiatique. On se présente lentement, on s'incline, même devant un enfant, et avant de l'embrasser, il faut beaucoup de temps. Alors que je rentre du Brésil, là-bas, on se connaît à peine, on s'embrasse, on se serre dans les bras. Et si on ne le fait pas au Brésil, qu'est-ce que c'est que ce type-là? Il est distant. Donc je pense que chez les Mélanésiens, quand on quitte quelqu'un, un homme doit lui mettre la main sous l'aisselle, renifler l'odeur de son creux axillaire, et ça veut dire, c'est pas l'odeur, hein, c'est l'odeur qui veut, c'est un discours sémantique, hein, c'est un discours comportemental, ça veut dire, on va se séparer, je garde en moi ton odeur, tu pars pas, on ne se sépare pas complètement. Mais si on fait ça à Nancy, ça peut prendre une autre signification. Alors, pour la résilience, il en va de même. Il y a des variations interculturelles que tu as pu, toi, observer, constater dans ces situations extrêmes que je citais, les guerres, les conflits, la grande précarité. Alors, il y a un programme commun. On est tous des êtres humains, donc il y a un programme commun. Mais il y a des variations interculturelles et interindividuelles. Alors, le programme commun, c'est quand on a été blessé, quelle que soit la culture, on est blessé de la même manière, on est hébété, on souffre physiquement, mentalement, on est humain, on souffre de la même manière. Mais la reprise du développement qui définit la résilience dépend beaucoup des familles et des cultures. Alors, il y a des familles, il y a des cultures, par exemple, quand j'ai travaillé avec l'UNICEF au Congo, les parents n'étaient pas là. Ce qui, dans une culture occidentale, correspondrait à un abandon. Dans une culture congolaise, les enfants sont toujours entourés.
Il y a toujours une grande fille de 13 ans, un vieux de 14 ans, qui sont des sortes de moniteurs. Les enfants sont toujours entourés. Et ce qui fait le lien, c'est souvent la musique. Alors nous, occidentaux, qu'est-ce que c'est que cette musique? Ils savent que jouer au football et faire de la musique. Contresens total. Quand on fait de la musique, on tient le groupe d'enfants autour de soi. Et ensuite, une fois que le lien, l'amorce de l'attachement, le premier nœud du lien est amorcé, ensuite, on peut parler, on est autorisé à lui demander quel est ton nom, comment va ta famille, mais on ne peut le faire qu'après. Donc tout ça, c'est parfaitement codé, simplement il faut apprendre à décoder pour ne pas faire de contresens. Et finalement, quelles que soient les cultures, la résilience, est-ce que c'est pas d'abord une affaire de rencontre? C'est inévitablement une affaire de rencontre. Rencontre entre personnes, entre un blessé et sa famille, ou ce qui reste de sa famille, entre un blessé, son groupe, un blessé et sa culture. C'est inévitablement affaire de rencontre, puisque ça consiste à tisser un lien. Pour tisser un lien, il faut qu'il y ait un autre. De toute façon, les Brésiliens sont très forts dans deux domaines de la résilience, ce qu'ils appellent brain resilience, la résilience du cerveau, et que nous on appelle la résilience neuronale. Donc il faudra discuter un petit peu parce que on ne donne pas au même mot n'a pas tout à fait la même définition. Si on parle de résilience neuronale, on ne parlera pas de résilience du cerveau, parce que si on parle de résilience du cerveau, ça intègre les accidents vasculaires cérébraux, ça intègre la médecine, ce que nous, en France, on ne fait pas, en Italie, en Espagne, on ne fait pas. Donc, qui a raison? Il faudra se rencontrer et argumenter pour savoir qui a raison. Est-ce qu'on est en droit de dénommer résilience un processus de récupération neurologique après un accident vasculaire cérébral? Alors de plus, la biologie de la résilience dit clairement depuis, même avant que le mot soit prononcé, Anna Freud et René Spitz avaient été parmi les premiers, même Bowlby avant-guerre avait été parmi les premiers à dire qu'un enfant seul n'a aucune chance de développement. Pour me développer, j'ai besoin d'un autre, même s'il n'y a pas de trauma. Un bébé ne peut pas se développer tout seul, même s'il est parfaitement sain. Il a besoin d'un autre pour se développer. Donc, dès le niveau biologique, et maintenant avec le développement des neurosciences, on a les photographies de ce que donne la privation d'un autre. La privation d'un autre donne des altérations cérébrales, qu'on peut rattraper à condition de donner un substitut. Donc la rencontre est inévitable dans la résilience. Alors, tu nous parlais tout à l'heure d'éthologie, et je me demandais, quel est ton point de vue précisément sur l'apport de l'éthologie, de l'étude du comportement animal, sur la question de la rencontre chez les humains? Alors, le modèle animal est parfois pertinent, nécessaire. Il est souvent heuristique, il est parfois non pertinent et il est parfois dangereux. Modèle nécessaire. Un mammifère privé d'autre atrophie certaines zones cérébrales qui sont exactement les mêmes qu'un être humain privé d'autre. S'il y a eu des prix Nobel, 2 prix Nobel, le prix Nobel de 71 de Lorenz et Tinbergen, et le prix Nobel de 81 de Hubel et Wiesel. Ces prix Nobel montrent qu'un animal, un être vivant qui a besoin d'un autre pour se développer, un mammifère, on est des mammifères. On a tous été des mammifères aquatiques pendant 9 mois. Nos femmes nous ont donné le lait de leur sein, on est des mammifères. Modèle pertinent, c'est-à-dire que si un bébé est seul, que ce soit un bébé de mammifère ou un bébé humain, ce sont les mêmes zones cérébrales qui vont s'altérer. Donc on a les mêmes hormones, qui n'ont pas toujours le même effet d'ailleurs. On a des chromosomes qui n'ont pas non plus la même expression. Par exemple, chez les oiseaux, XX, ça donne un mâle, et XX, XY, ça donne une femelle. Donc le déterminant génétique, il n'est pas tellement déterminant que ça. Et en plus de ça, maintenant, les découvertes de l'épigénétique nous montrent que même l'expression d'une bandelette est déjà différente selon le milieu. Donc il y a des déterminants génétiques, mais ils s'enfouissent très vite sous les effets du milieu.
Là, donc le modèle animal est totalement pertinent pour le mode analogue même au modèle, à l'explication de l'être humain. C'est heuristique, c'est-à-dire que le modèle animal n'est pas extrapolable à la condition humaine, mais pose des questions à la condition humaine. C'est comme ça chez les primates non humains. Est-ce que c'est comme ça chez les êtres humains? Parfois oui, souvent non. C'est-à-dire que déjà, on ne peut pas extrapoler d'une espèce animale à une autre espèce animale. C'est pas plus facile d'extrapoler d'une espèce animale à l'espèce humaine, qui est une espèce un peu spéciale. Le modèle animal est impertinent lorsque nous, êtres humains, on vit essentiellement dans un monde de représentation. Les éthologues animaux, les vétérinaires avec qui on travaille, pensent et démontrent expérimentalement que les animaux aussi vivent dans un monde de représentation, mais ce ne sont pas des représentations verbales. C'est des représentations d'odeurs, des mémoires, d'odeurs, d'images. Ils apprennent des tas de choses, mais ils n'ont pas de déterminants, ils ont moins de déterminants verbaux. Sauf peut-être mon chien. Parce que quand je lis Lacan à mon chien, il couche les oreilles, il remue la queue. C'est la preuve expérimentale que mon chien adore Lacan. C'est-à-dire que ça veut dire qu'il aime que je lui parle, mais les chats, par exemple, miaulent dans un monde humain-chat. Ils ne miaulent pas dans un monde interchat. Dans un monde interchat, ils ne miaulent que lorsqu'il y a la sexualité ou le combat. Dans la vie quotidienne des chats, ils ne miaulent pas. Alors qu'un chat a compris dans son monde de chat, tiens, chez les êtres humains, il y a un orifice qui émet des sons importants pour eux, donc je vais lui répondre, et l'humain parle et mon chat répond. Mais ils ne le font que dans un monde humain, de même que ronronner, ils ne le font que dans un monde humain. Il n'y a que les petits chatons qui ronronnent, dès qu'ils vieillissent, ils arrêtent de ronronner. Dans un monde humain, les chats adultes continuent à ronronner, ça veut dire qu'ils se considèrent comme nos petits. Donc, modèle heuristique, ça c'est un raisonnement heuristique. Modèle non pertinent, les animaux ne répondent pas aux représentations verbales comme nous. Et enfin, un modèle dangereux, c'est pas parce que c'est vrai dans la nature que ça doit être vrai chez les êtres humains. Puisque nous, êtres humains, c'est nous qui décidons comment on va vivre ensemble, c'est nous qui débattons des lois qui vont nous permettre de vivre ensemble. Ça, les animaux ne savent pas le faire. D'ailleurs, quand on parle de lois de la nature, c'est un contresens. Il n'y a pas de loi de la nature, il y a des phénomènes de la nature. Des lois, il n'y a qu'entre nous, êtres humains. C'est nous qui décidons des lois qui vont nous permettre de coexister. Non pas d'élection présidentielle. Quoique, là, dans l'élection présidentielle, il y a une grosse partie d'éthologie animale. Hein, vous enseignez, vous transmettez, vous aimez transmettre. Est-ce que vous pensez que l'art de la rencontre en clinique peut se transmettre? Et aussi oui, sous quelle forme? Alors, il y a des gens, des enseignants, qui ont le don de transmettre, pas tellement des contenus, mais le plaisir. La contagion des idées, la contagion du plaisir. C'est très contagieux le plaisir. Si quelqu'un n'aime pas ce qu'il fait ou ce qui n'a pas le plaisir de transmettre, eh bien les étudiants n'auront pas le plaisir de recevoir. C'est-à-dire qu'il y a le plaisir d'expliquer, le plaisir d'accepter, le plaisir de ne pas être d'accord. Il y a des gens avec qui c'est très agréable de ne pas être d'accord. Tiens, il faut que je trouve un argument, il faut que je... C'est jouter avec les mots. C'est amusant. Donc il y a des gens qui aiment faire ça et qui contaminent l'autre avec cet amour. La contagion de l'amour, c'est très contagieux l'amour. L'ennui aussi, c'est contagieux. Et un prof qui s'ennuie, tagada, 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 de soin, il y a des profs comme ça. Une fois, on avait fait, je crois me rappeler que c'était avec Montagnier, je me rappelle, je suis plus sûr. On avait fait, avec Belch, on avait fait des électroencéphalogrammes avec une salle d'étudiants. On avait mis seulement 2 dérivations. Et le prof faisait son cours. Et au bout de 20 minutes, les 3/4 des étudiants étaient en stade 2 de l'endormissement. C'est-à-dire que... Et les Finlandais, les pays d'Europe du Nord, ont tenu compte de ça. Ils font des cours beaucoup plus brefs que nous, où ils arrêtent toutes les 20 minutes et ils reprennent le cours pendant 20 minutes, ils arrêtent 5 minutes et ils reprennent le cours. Parce qu'on ne tient pas plus de 20 minutes.
Physiologiquement, on ne tient pas plus de 20 minutes. Alors, il y a donc l'art de nos capacités, une rencontre, ce que je suis, et la transaction avec ce que vous, enseignants, êtes. Alors, il y a des rythmes biologiques à respecter. On ne peut pas travailler plus d'un certain nombre d'heures, on ne peut pas écouter plus d'un certain nombre de minutes. Donc, il y a la biologie, il y a aussi la contagion des émotions. Et puis, il y a aussi la représentation, puisque la représentation, c'est ce qui caractérise la condition humaine. Alors, on avait fait à Toulon, avec des étudiants, la situation expérimentale suivante. Est-ce que vous acceptez, vous êtes professeur de français, est-ce que vous acceptez qu'on filme un cours? Le prof acceptait. Et on constatait que le prof de français, c'était les profs de français philo. Ils font leur cours, ils répondent à leur représentation à eux qui leur a permis d'avoir leur diplôme. À la fin, on demande qui a compris. Ceux qui n'ont pas compris lèvent la main. Les 3/4 de la salle lèvent la main. Et on dit à la prof, au prof, voilà, les 3/4 ne vous ont pas suivi. La prof recommence avec d'autres mots, avec d'autres postures, et même parfois en changeant de position dans l'espace, en s'adressant à l'un, à l'autre. Donc elle crée un événement, elle crée une rupture. On fait la même observation avec un prof de maths. Là, il y a la rigueur, théoriquement, il n'y a pas d'émotion. Et, bon, Baruch nous dit que ce n'est pas vrai. Au contraire, que les mathématiques sont fortement liées à l'émotivité. Mais théoriquement, il y a une démonstration qui devrait être inémotive. Monsieur, madame, vous êtes professeur de mathématiques, est-ce que vous acceptez qu'on vous filme? Qui n'a pas compris? Les 3/4 ou même les 4/5 lèvent la main, le prof recommence exactement avec les mêmes mots et avec les mêmes postures. Donc la plupart des étudiants ne peuvent toujours pas comprendre. Donc ça veut dire que là, il n'y a pas de rencontre. Pour qu'il y ait une rencontre, il aurait fallu qu'il y ait un événement, qu'il y ait une émotion, que je cherche à comprendre ce qui se passe dans votre monde mental, que vous cherchiez une intersubjectivité sensorielle, vos postures, vos mots, le changement des mots. Donc ça veut dire que cette rencontre, elle est médiatisée. Elle est médiatisée par une enveloppe affective, sensorielle. La verbalité fait partie de la sensorialité. Je dis souvent que les paroles ont une fonction bien plus affective qu'informative. On s'affecte avec nos mots. C'est pour ça qu'il y a un transfert et un contre-transfert. Ce n'est pas le contenu, c'est que nos mots nous affectent. Les mots de nos patients nous affectent. On est touché, il se passe, on est remué, on le dit, c'est un mot, on est touché, on est remué, et à ce moment-là, on remanie, on peut remanier. Je n'ai pas compris ce que vous avez dit. Vous dites ça aujourd'hui, mais l'autre jour vous avez dit ça, et hop, on invite à un remaniement. C'est un travail émotionnel, c'est un travail de la fonction affective de la parole. Et la rencontre, alors en psychiatrie et en psychologie, cet art de la rencontre, est-ce qu'il peut aussi se transmettre aux futurs psychiatres et psychologues? Totalement. Il y a des services hospitaliers où on donne plus de médicaments que dans d'autres services hospitaliers. Et on avait fait des études à Digne. Les services hospitaliers, les chefs de service, les médecins qui donnent beaucoup de médicaments sont des médecins qui se sentent non soutenus par leur équipe. Et ils se tranquillisent en donnant plus de médicaments. Donc les médicaments soignent les médecins très bien. C'est-à-dire, mais s'il y a une équipe où on peut s'expliquer, où on a le plaisir de l'échange, il faut que tu lises ça, ah ben non, je ne pense pas comme toi, lis ça, ou alors on va demander conseil à un tel. Le détour du tiers permet d'éviter les conflits, c'est-à-dire que je ne suis pas d'accord avec toi, on va s'affronter. Là, c'est désagréable. Je ne suis pas d'accord avec toi, tu devrais lire un tel, ou on va demander à un tel de venir. Le détour du tiers permet de supporter l'émotion, et là, ah bah tiens, lui, il pense que on n'est pas, ben oui, finalement, tu as raison, ben voilà, j'ai appris quelque chose. Mais je ne peux le faire que par le détour du tiers. Le tiers, ça peut être un psychologue, un philosophe, un visiteur, un artiste. Les artistes nous permettent de dire, par l'art, par la poésie, par le roman, le théâtre, ils nous permettent de dire énormément de choses qu'on n'ose pas dire, ou qu'on n'a pas la force de dire en face à face. Quelles sont tes attentes d'un congrès sur l'art de la rencontre, justement ?
justement. Qu'est-ce que tu souhaiterais qu'il apporte aux professionnels de la santé mentale, ce congrès? Alors, on a été formés, enfin, les gens de ma génération, on a été formés comme des perroquets. C'est-à-dire que c'est le psittacisme, j'emploie ce mot savant, parce que c'est la langue des perroquets. Ils parlent, ils disent tous les mots, ils n'ont rien compris. J'ai eu mes diplômes grâce au psittacisme. C'est-à-dire que j'ai répété des théories complètement fausses. Je suis devenu psychiatre en récitant des théories fausses. Puisque le propre des théories, c'est de mourir les unes après les autres. C'est-à-dire que l'histoire des idées est un cimetière de théories. Toutes les théories tombent les unes après les autres. Et une théorie qui ne tombe pas, c'est un dogme qui se maintient par des mécanismes totalitaires. Et le fait de noter pour donner les examens, ça peut être un mécanisme totalitaire. C'est-à-dire que j'ai été reçu, on a tous été reçus en récitant pour ce qu'attendait le prof, sinon on aurait été collé. Donc je crois que Michel Foucault nous explique ça, c'est-à-dire qu'il dit que une théorie qui n'accepte pas la contestation évolue spontanément vers la perversion et le dogmatisme. C'est-à-dire que la perversion, c'est moi, prof, diplômé, je suis le seul à avoir raison. Si vous voulez avoir un diplôme, votre diplôme, répétez ce que je vous enseigne. Et là, on évolue spontanément vers la perversion. Le dogmatisme et le système social, nous dit Michel Foucault, est organisé de manière à provoquer cette évolution dogmatique et perverse. Et il prend comme exemple l'armée, la prison et les hôpitaux psychiatriques, qui sont effectivement des lieux qui évoluent spontanément vers le totalitarisme. Moi, j'ai un diplôme qui fait de moi un médecin. Vous allez vous mettre en pyjama. Vous allez prendre les substances que je vous donne de prendre. On va vous ouvrir la tête, c'est pour votre plus grand bien, mais on va vous ouvrir la tête quand même. S'il n'y a pas de contestation, si on n'a pas prévu un lieu de contestation, le droit de contester, très vite ça évolue vers le totalitarisme. Comme on l'a vu en psychiatrie, comme on le voit dans toutes les disciplines biologiques, comme on l'a vu en psychologie aussi, comme on le voit peut-être même en psychanalyse. Donc un congrès, un lieu de controverse. Un lieu de controverse, c'est débat d'idées. Voilà. Un lieu de... Alors, pour faire démocratique, on emploie le mot débat, mais controverse, ça me plaît bien parce que au Moyen-Âge, il y avait... on parlait de disputation. Voilà, j'allais dire. La disputation. La disputation, alors la plus célèbre, c'est la disputation de Valladolid, qui a attribué une âme aux Indiens. Donc c'est la disputation la plus célèbre, mais il y avait des étudiants qui avaient compris ça, et il y avait un étudiant qu'on appelait le turlupin, c'est-à-dire que les étudiants payaient les profs à la fin du cours si le prof leur avait appris quelque chose. S'ils pensaient que le prof leur avait rien appris, ils ne payaient pas. Donc les étudiants payaient, et il y avait un étudiant où les autres étudiants se cotisaient pour le payer. Et cet étudiant était le turlupin, c'est-à-dire qu'il devait bien prendre le cours, il devait bien faire attention à ce que disait le prof, de façon à lui poser la question qui turlupine. C'est-à-dire qu'il devait bien suivre pour faire attention, repérer la contradiction du prof. Vous avez dit ça là, mais l'autre jour vous avez dit ça. Et ça obligeait tout le monde à faire attention. Et la controverse, l'émotion provoquée par la disputation, fixe la mémoire. La récitation, le stéréotype engourdit la mémoire. Une information qui est toujours la même finit par ne plus être une information. La preuve, c'est les fessées d'endormissement. Vous ne savez pas ce que c'est que les fessées d'endormissement? Les Asiatiques fessent les enfants. Ils ne leur donnent pas des fessées très fortes, mais ils les couchent, les femmes les couchent sur les genoux, et puis tapent avec la main creuse pour ne pas faire mal, et tapent assez fort quand même, de manière très rythmée. Mais comme elles ont la main creuse, elles font pas mal, mais l'enfant ne peut pas faire autre chose. Il est capturé
ça lui fait pas mal, mais il ne peut pas faire autre chose qu'attendre le coup, qui fait pas mal. Et tout d'un coup, on voit, hop, un petit pyjama apparaître, et hop, il baisse le store et il s'endort. Alors ma belle-mère, qui avait été à Saigon, comme il disait, un jour a dit, mais j'ai vu faire la vietnamienne, j'ai vu faire, ma fille pleure, mais mon bébé pleure, mais je vais lui donner une fessée d'endormissement. Le bébé a cru que c'était une vraie fessée, il s'est mis à brailler comme un âne, parce qu'elle n'avait pas le rituel, le rythme, la position de la main, et pour le bébé, la signification sensorielle n'était pas la même. C'était un coup. Alors que quand c'était une vietnamienne, c'était une information à laquelle on ne peut pas échapper. C'était un rythme. Même les gestes sont sémantisés avant la parole. Tout est sémantisé. Et dans la rencontre, les vêtements, les postures, parlent de nous à notre insu. Surtout pour les femmes qui attachent plus d'importance dans notre culture que les hommes aux vêtements, mais à l'époque de Napoléon, les hussards attachaient énormément d'importance aux vêtements et aux cheveux. Ils se faisaient des petites tresses devant les oreilles, un petit chignon derrière, ça faisait très viril. Et de fait d'avoir un chignon, c'est très viril. Et à l'époque de Napoléon, les hussards faisaient ça. Ils avaient des fourrures sur le côté, comme Vanda, la Vénus et la fourrure. Ils avaient enfin vraiment, ils étaient beaux, hein, c'était beau. Et donc, le choix des vêtements ou des bijoux, c'est une expression, pour les femmes, surtout pour les hommes aussi. Moi, femme, en choisissant ces vêtements, je raconte la manière dont je désire érotiser et me socialiser. Si je choisis des croquenots parce que j'aime marcher en montagne et j'ai horreur de la vie citadine, j'ai raconté ma manière de vivre et ma manière d'aimer la vie et d'être heureuse. Si au contraire j'ai choisi des stilettos de 3 mètres, des fumes-cigarettes, des lustres, non, comment on appelle ça, des boucles d'oreilles, des boucles d'oreilles, j'exprime une autre manière d'érotiser et de me socialiser. C'est prédit, c'est clairement passé. La rencontre est presque énoncée avec des vêtements, des bijoux, des postures, avant la parole. Une question peut-être un petit peu personnelle. Est-ce qu'il y a des rencontres dans votre vie, dans votre trajectoire personnelle, qui vous ont amené à choisir la psychiatrie ? Alors, des rencontres déroutantes et provoquant, encourageant un processus de reconstruction, oui, clairement. Choisir la psychiatrie, si j'avais été équilibré, j'aurais pas fait d'études et j'aurais été ébéniste comme mon père. Oedipe serait passé par là. C'est-à-dire que je me serais identifié à mon père, et si je l'avais aimé, j'aurais cherché à apprendre à faire des beaux meubles, comme probablement il le faisait. La guerre a décidé un autre cheminement, et j'ai rencontré des gens qui ne m'ont pas orienté vers la psychiatrie, mais qui m'ont orienté vers les sciences. J'ai rencontré un homme qui a joué un rôle important dans mon identification, un substitut paternel, même s'il n'a pas été longtemps présent, il a été présent, et dans ma mémoire, il a persisté. Il n'était plus là dans le contexte, mais il était là dans ma mémoire. Je continuais à m'adresser à lui en pensant qu'il fallait que je devienne scientifique. Et la psychiatrie vient probablement du fracas de la guerre, c'est que ça me paraissait tellement fou, le réel était fou. C'est le réel qui était fou. Le réel était fou, et je crus que la psychiatrie répondrait à cette question, ce qui était une utopie nécessaire, mais un peu fausse. Et, une question qui est complémentaire ou qui vient en écho de celle-ci, c'est dans ta trajectoire professionnelle en tant que psychiatre, quelles rencontres t'ont amené à t'intéresser à la résilience, plus particulièrement? Alors, je pense que c'est d'abord, il y a Lebovici,
a joué un rôle important. Michel Soulet, les psychanalystes ont joué un rôle important. C'est-à-dire que la psychanalyse dans les années d'après-guerre, puisque je suis un paléopsychiatre, je suis un archéopsychiatre, dans les années d'après-guerre, la psychanalyse a été une noblesse. C'est-à-dire que c'était l'époque où on nous apprenait les théories de la dégénérescence. Si quelqu'un déprimait, c'est qu'il était neurasthénique, qu'il n'avait pas la force. Si quelqu'un délirait, c'est que son cerveau était mal formé. Si quelqu'un avait des troubles du comportement, c'est qu'il était de mauvaise qualité. C'est-à-dire qu'on a appris, j'ai eu mes diplômes en récitant ça. Quand je vous parlais de psittacisme tout à l'heure, c'est bien la preuve. Ces idées-là, les nazis ont perdu la guerre, mais les idées nazies ne sont pas encore tout effacées. C'est-à-dire qu'il y a encore des gens parmi nous qui pensent qu'il y a une hiérarchie du vivant et qu'il y a des gens de meilleure qualité que d'autres. Si vous délirez, c'est la preuve que vous êtes de mauvaise qualité. Si vous déprimez, c'est la preuve que vous êtes de mauvaise qualité. Donc on va vous enfermer dans un coin ou on va vous mettre là pour que vous nous fichiez la paix et que nous, les êtres humains de bonne qualité, on puisse faire une belle société. Raisonnement nazi. Alors, bon, je ne dis pas que mes maîtres étaient des nazis, mais je dis que dans les livres, il y avait ces idées-là que j'ai récitées. La psychanalyse, dans le contexte d'après-guerre, ne tenait pas du tout ce discours. Elle disait au contraire, il n'y avait pas beaucoup de psychanalystes après-guerre. En France, il y en avait une vingtaine. J'en ai rencontré quelques-uns, que j'ai admirés. Il y avait Génie Aubry, qui était une grande dame, scientifique et psychanalyste. Et qui allait à Londres suivre des cours d'éthologie animale à la Tavistock Clinic chez John Bowlby. Il y a eu Myriam David qui n'a pas été universitaire mais qui était aussi une grande dame, Geneviève Appel qui est encore de ce monde et qui elle aussi allait à Londres suivre des cours d'éthologie animale alors qu'ils étaient psychanalystes. Et les Bovici, Soulet, m'ont encouragé en disant ces gens délirent, ces gens sont malheureux, non pas parce qu'ils sont d'une qualité inférieure, mais parce qu'il y a quelque chose à comprendre dans leur histoire. Et ça, c'est une position totalement qui était révolutionnaire, qui était respectueuse des patients et qui était révolutionnaire. Il y a quelque chose à comprendre. Pour les jeunes, vous venez d'arriver au monde, alors ça vous paraît banal, mais dans les années 50-60, c'était une révolution. C'était total. Qu'est-ce que je raconte? Et Les Bovici, qui m'a beaucoup aidé, a été un des premiers, avec Michel Soulet, avec qui j'ai fait l'intelligence préverbale. On a beaucoup travaillé sur l'apport de l'éthologie animale. Je fais partie d'une génération où des gens que j'ai admirés nous disaient, tant qu'un bébé ne parle pas, il ne peut rien comprendre. Pour une jeune mère aujourd'hui, et même pour un père, c'est fou. On a appris ça. Je ne dis pas que la parole ne sert pas à comprendre. Elle sert à comprendre, elle sert aussi à aveugler. C'est-à-dire que c'est vraiment Ésope. Ça dépend ce qu'on en fait. Ça dépend. L'outil verbal dépend de la manière dont on s'en sert. Or, grâce à ces psychanalystes-là, j'ai éprouvé un sentiment de noblesse. On va chercher à comprendre ce qui se passe chez ces gens. J'avais un peu honte de ces théories de la dégénérescence. Je les ai apprises pour être reçu à mes examens, mais j'avais un peu honte. Et la psychanalyse m'a apporté un changement de regard qui a été le premier pas vers la résilience. Un souhait, ou des souhaits d'ailleurs, pour la psychiatrie et puis plus largement peut-être pour tous les dispositifs en santé mentale pour les 10 années à venir? Pas de dogme. Surtout pas de dogme. Je pense que le dogme tue l'esprit, tue la recherche, et tue les patients, et tue les psychiatres aussi. J'ai connu le dogme de la dégénérescence, j'ai connu le dogme des médicaments. J'ai connu l'époque où on disait, je vous promets, j'ai lu des publications, le Neuleptil,
qui est un neuroleptique qu'on ne donne plus maintenant, je crois qu'on ne le donne plus. Le neuleptile guérit la névrose obsessionnelle. Absurde, absurde. Ce qui ne veut pas dire que les médicaments ne soient pas utiles parfois. Il y a des gens qui sont tellement malheureux qu'ils peuvent être soulagés, je dis, par des médicaments, à condition de ne pas donner le médicament comme solution. Je dis tout, pour faire comprendre par analogie, je crois qu'il faut donner de la morphine, du hashish, des antidépresseurs aux cancéreux. C'est pas ça qui va guérir leur cancer. Donc, et pourtant, il faut leur en donner. Ils souffrent trop. Je ne vois pas pourquoi on ne donnerait pas des tranquillisants à un cancéreux. Donc, mais ce n'est pas ça qui va le guérir de son cancer. Donc, même raisonnement. Il y a des patients qui souffrent tellement que les médicaments peuvent un peu les soulager. Ce n'est pas ça qui va les guérir de la cause de leur souffrance. Et le dogme, j'ai connu le dogme psychanalytique aussi. J'ai connu. Il y a des gens que j'aimais bien qui ne prenaient dans leur service que des psychanalystes de leur propre groupe. On est dans une théorie du pouvoir. On est dans l'idéologie d'un parti politique, comme le reproche Karl Popper à la psychanalyse. On est dans la stratégie d'une prise de pouvoir politique. Je ne prends autour de moi que ceux qui répètent mes idées. Je fais un appareil de prise de pouvoir. Le dogme tue tout. Donc là, je pense que Michel Foucault nous apprend beaucoup de choses. Est-ce qu'il y a une rencontre littéraire qui t'a marqué, Boris? Un auteur, un ouvrage? Alors oui, beaucoup, beaucoup, encore aujourd'hui. Je pense que les romanciers, les littéraires ont un grand rôle à jouer dans la culture. Parce que comme on le disait tout à l'heure, ce qu'on ne peut pas dire en face à face, parce qu'émotionnellement c'est trop difficile, on peut le dire par le détour d'une œuvre d'art, théâtre ou littérature. Et si tu avais en cité un ou deux d'auteurs ou d'ouvrages, ce seraient lesquels? Quand j'étais enfant, Oliver Twist et Émile Zola. Oliver Twist parce qu'il parlait de moi, il parlait d'un enfant des rues, un enfant sans famille, un enfant des rues. Et Émile Zola parce qu'il a métamorphosé la condition des ouvriers. Émile Zola disait vous croyez que vous, les hommes, vous croyez que vous êtes des annexes de machines à l'époque des mines, les hommes étaient des annexes de machines et les femmes étaient des annexes d'hommes. Et la société était organisée sur cette soumission. Soumission des hommes aux machines, à la mine, au travail, à l'usine, soumission des femmes aux hommes. La société fonctionnait comme ça. Émile Zola a dit on peut vivre ensemble autrement. Vous êtes ouvrier, vous ne savez pas lire, les ouvriers se réunissaient, après le travail, c'était 10-12 heures. Je ne l'ai pas connu, moi j'ai connu des ouvriers qui travaillaient 12 heures par jour. Il paraît qu'avant, il y en avait qui travaillaient 15 heures par jour. Ils allaient à pied au travail. Donc, ils se réunissaient, l'ouvrier qui savait lire lisait Émile Zola, et les autres ouvriers qui ne savaient pas lire disaient ce qu'ils pensaient. C'était un séminaire. Donc, les séminaires se faisaient au café. Et je pense qu'Émile Zola, je l'ai beaucoup aimé parce qu'il a métamorphosé la condition des ouvriers. Attention, vous aussi, vous avez le droit de dire ce que vous pensez. En vieillissant, j'ai beaucoup aimé Pérec, et je suis en train de découvrir qu'on a eu la même enfance, peut-être même dans les mêmes institutions. Il y a une biographie de Pérec qui vient de sortir, où je découvre avec étonnement que Pérec a perdu ses parents pendant la guerre, parce que ses parents étaient des juifs polonais qui ont disparu pendant la guerre. Il a été placé dans des institutions à Villard-de-Lans, où j'étais. Donc si ça se trouve, j'ai été dans les mêmes institutions que lui. Donc, j'ai aimé Pérec avant de savoir ça. Et puis maintenant, il y a encore des tas d'écrivains qui me chauffent les oreilles, qui m'empêchent de dormir. La rencontre que vous aimeriez faire? Alors je suis un homme facile. J'aime beaucoup les rencontres. C'est-à-dire que... Alors qui est-ce que j'aimerais particulièrement? Je pense que comme on le disait tout à l'heure, toutes les rencontres sont enrichissantes, même parfois les douloureuses. Alors, qui j'aimerais... Quand j'étais adolescent, j'aurais aimé rencontrer Marilyn Monroe. Elle m'aurait sûrement apporté des choses. Hein. Il y a Schneider, un psychanalyste, qui a écrit de très belles biographies de Marilyn Monroe, Carence affective. Alors elle, comme exemple de non-résilience,
Personne ne l'a aidé, tout le monde l'a exploité. Le seul qui aurait pu l'aider, c'était le moins intellectuel de tous ceux qui l'ont entouré, c'était le baseballeur, champion de baseball, c'était un rustique, et c'est le seul qui aurait pu l'aider. D'ailleurs, avant de se suicider, elle lui a téléphoné, et il n'a pas répondu, il n'était pas là. Peut-être, on peut imaginer que s'il avait été là, lui aurait pu la comprendre, peut-être l'aider. Mais, alors voilà, moi j'aurais aimé, moi je l'aurais aidé, bien sûr, moi je l'aurais sauvé. Ce que tu détestes par-dessus tout, Maurice? Alors, il y a des... Les dogmes, on a compris. Oui, oui, alors voilà, les certitudes me crispent, et je pense que moins on a de connaissances, plus on a de certitudes. Et les certitudes me crispent, et quand quelqu'un est trop dogmatique et a trop de certitudes, j'ai envie de ferrailler avec lui, j'ai envie de chercher, même de manière pas toujours décontractée, mais j'ai envie de mettre le doute dans son esprit. Je suis rassuré par les gens qui doutent, parce que les gens qui doutent sont des gens qui vont chercher à rencontrer, qui vont lire, qui vont se remettre en question, et eux vont savoir évoluer. Alors que les gens qui ont des certitudes sont des gens qui nous encouragent à la stéréotypie, c'est-à-dire à la fin de la vie psychique, à la répétition, comme disent les psychanalystes. Votre mot préféré? Alors, moi, vous allez croire que je fais du racolage, mais je crois que rencontre, c'est un mot que j'aime beaucoup. L'art de la rencontre aussi. L'art de la rencontre, oui, oui. C'est un mot que j'aime beaucoup. Alors, pour le coup, si tu partais dans une île déserte, qu'emmènerais-tu? Alors, pas la Bible. Beaucoup de gens répondent à la Bible pour cette question. Pas la Bible. Je crois que j'emmènerai le livre que je suis en train de lire. Et qui, je sais pas, je lis toujours 3, 4, 5 livres en même temps. Je lis 10 pages d'un livre, 20 pages de l'autre. Non, je sais pas. C'est rare que je prenne un livre de la page 1 à la page 100. Et j'aime beaucoup lire plusieurs livres en même temps. Donc je les emmènerai sur une île, à coup sûr. Mais c'est les livres que je suis en train de lire. C'est-à-dire qu'il y a des livres que j'ai beaucoup aimés quand j'étais adolescent, et je me demande aujourd'hui comment j'ai fait pour les aimer. Mais à cette époque-là, j'avais besoin d'eux. Votre principale qualité? Votre principale qualité? Ce qui fait de moi un homme de grande qualité, c'est d'avoir tous les défauts. C'est-à-dire que je suis malléable grâce à la rencontre. Et le pire des défauts? C'est d'être convaincu qu'on est le meilleur, ce qui est mon cas. Ton passe-temps favori? Bon. Ton passe-temps favori? La voile, le jardinage. La voile, il y a quand je pouvais encore naviguer. Et aujourd'hui, le jardinage, qui fait que le jardinage amène à découvrir la philosophie zen. C'est-à-dire l'émerveillement devant... C'est idiot ce que je vais dire, mais je t'assure que c'est vrai. L'émerveillement devant une violette. C'est fou, c'est idiot, c'est naïf, c'est cucu, c'est important le cucu. Mais une violette, c'est une merveille, voilà. Ça, on l'a dans le jardinage. On l'a dans la disposition d'une pierre, on l'a dans la disposition de l'agencement des couleurs. Et par bonheur, ça change tout le temps. Donc il y a toujours des problèmes de jardinage à résoudre. C'est une façon de s'émerveiller. Oui, mais de s'émerveiller par la richesse du quotidien. C'est-à-dire que ce qui est merveilleux, ce n'est pas l'événement extraordinaire. Ce qui est extraordinaire, c'est le quotidien, c'est la violette, c'est le caillou, c'est le bourgeon, c'est la feuille morte. Voilà, ça, c'est la merveille, c'est le quotidien. Est-ce qu'il y a une question que tu aurais aimé qu'on te pose, qu'on ne t'a pas posée? Forcément, oui, beaucoup, mais l'entretien ne fait que 18 heures, donc oui.
La question j'aurais aimé, à laquelle j'aurais aimé vous répondre, c'est essaye de nous dire comment ce qui est au fond, comment ce qui, tu découvres que ce qui est au fond de toi est toujours y est mis par les autres. D'où la nécessité de la rencontre. C'est-à-dire que si j'écris mon autobiographie ne sera faite que de ce que vous y avez mis. C'est-à-dire que quand on travaille avec les enfants abandonnés, les moments d'isolement, il n'y a rien en mémoire. On ne peut mettre en mémoire que ce qui a été relationnel. Vos colères, vos amitiés, vos sourires, tout ce qui a fait la relation se met en mémoire. Je suis ce qu'on a été ensemble. Donc ça répond à la question sur la rencontre, la nécessité de la rencontre pour devenir un individu, une personne. Je ne peux devenir moi-même que si je rencontre. Il y a une cristallisation qui se fait. Alors moi j'emploierais des mots plus biologiques que minéraux, c'est l'imprégnation. C'est-à-dire que, parce que l'imprégnation ça évolue, alors cristallisation ça ne bouge pas, alors que l'imprégnation, il y a un moment où j'attends un mot, j'attends une mimique, j'attends une rencontre, elle arrive, je suis ce que tu as mis en moi. C'est une belle conclusion. Merci beaucoup. Merci de m'avoir donné la parole aussi longtemps, merci.